Sa mère est entrée dans un country club avec fierté, mais quelques minutes plus tard, elle a été humiliée devant des milliardaires. Ce que son fils, le PDG, a fait ensuite, personne ne l'avait vu venir. Le voiturier avait à peine eu le temps d'ouvrir sa porte que Gloria Samuel sortait du Lincoln Navigator noir, serrant son sac en cuir des deux mains. Elle ne portait pas de marque, mais tout en elle évoquait la qualité, des lignes épurées, des coutures impeccables et de la dignité à chaque pas. Son chapeau, blanc et à large bord, avec un ruban assorti à ses chaussures, était un de ces chapeaux d'église dont son défunt mari lui faisait toujours des compliments. Le Greenwich Country Club était paisible sous un ciel sans nuages. Derrick lui avait dit que ce déjeuner serait discret, viens juste, maman, pas de grands discours, juste un toast tranquille après la signature. Elle était fière de lui, de ce qu'il avait bâti, un empire logistique passé d'un seul entrepôt à Trenton à une infrastructure de chaîne d'approvisionnement nationale. Et aujourd'hui, cela allait devenir partie intégrante de quelque chose de bien plus grand, le groupe Hathaway, vieil argent, racines profondes. Mais Gloria ne se souciait pas de tout cela, elle était venue soutenir son fils, elle était venue parce qu'il le lui avait demandé. Elle avait à peine dépassé les marches de marbre qu'une femme en uniforme bleu marine s'interposa, lui barrant le passage. « Excusez-moi, dit la femme sans sourire, les livraisons et le personnel utilisent l'entrée de service. » Gloria inclina la tête, confuse. « Je suis ici pour déjeuner avec mon fils, Derek Samuel. » La femme ne sia pas oui, eh bien, si vous êtes avec le personnel ou la restauration, c'est la politique, l'accès arrière est à gauche. Gloria cligna lentement des yeux. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un faisait cette supposition, mais cela ne cessait jamais de piquer. Je ne suis pas du personnel, je suis une invitée. De l'autre côté du patio, Derek Samuel venait de lever son verre, ses yeux parcoururent la pelouse, trouvèrent sa mère et remarquèrent la posture de la femme en uniforme. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Gloria prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Vous pouvez vérifier la liste, mon nom est Gloria Samuel. Mon fils est l'un des propriétaires qui se réunissent ici aujourd'hui. Avant que la femme ne puisse répondre, une voix sèche trancha la conversation comme du verre crissant sur du carrelage. Eh bien, je suppose qu'il laisse entrer n'importe qui ces jours-ci, dit Victoria Hathaway, ses perles pesant lourdement sur sa blouse. Allons-nous laisser le personnel de nettoyage dîner avec nous maintenant ? Plusieurs têtes se tournèrent. Un homme ricana sous son souffle. La mâchoire de Derek se contracta. Il était en plein toast, tenant toujours la flûte de champagne, mais son sourire avait disparu. Il posa lentement le verre. Ses collègues remarquèrent le changement dans son expression. L'un des fils Hathaway, Bradley, le plus jeune, laissa échapper un rire nerveux et dit qu'elle plaisantait probablement, mais Derek ne l'entendit pas, il était déjà en mouvement. Gloria leva les yeux, son visage toujours calme, mais ses mains se serrèrent plus fort autour de son sac. Victoria s'éloignait déjà, sans plus se soucier de ce qu'elle avait dit, juste un jour comme un autre pour elle. Derek se dirigea droit vers sa mère, posa doucement une main sur son épaule et la regarda dans les yeux. « Ça va ?» Elle hocha la tête, même si ce n'était pas le cas. « Je ne veux pas faire d'histoire, mon chéri. Je sais que non, dit-il, mais moi, je vais en faire. » Il se tourna vers l'employé. « C'est ma mère. Vous venez de manquer de respect à la personne la plus importante de ce bâtiment. » La femme ouvrit la bouche mais aucun mot ne sortit. Elle semblait embarrassée, maintenant rouge. Derek n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Il reconduisit Gloria à la SUV, lui ouvrit la porte lui-même et l'aida à monter. Elle attrapa son bras avant qu'il ne ferme la porte. « Ne gâche pas ton moment à cause de moi. » Il la regarda. « Tu es le moment. » Puis il ferma la porte et remonta les marches de marbre avec un calme qui masquait un feu profond qui couvait en lui. Mais ce qu'il fit ensuite, quelques heures plus tard seulement, ébranla les conseils d'administration, les gros titres et les familles d'un bout à l'autre du pays. De retour dans la salle à manger, la place de Derek était inoccupée. Le stylo destiné à signer l'accord final reposait à côté d'une épaisse liasse de papier. Plus d'1 an de négociations, de révisions et de stratégies d'alignement d'entreprise, tout cela menant à ce jour. Une tour de champagne scintillait près des fenêtres. Tout était en place, sauf Derek. L'ambiance changea au moment où il revint pas de manière dramatique, il n'y eut pas de cris, pas de déclaration de colère, juste ce silence lourd et tendu. Qui suit un nuage d'orage, que personne n'ose désigner du doigt. Tout va bien, demanda Preston Ward, le conseiller juridique général de Hathaway. Sa voix était d'un calme forcé,
comme celle d'un homme qui presse un problème d'1 million de dollars sans savoir encore d'où il vient. Derek ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de la pièce, les membres du conseil, la famille, les avocats. Puis son regard s'arrêta sur Victoria Hathaway. Elle sirotait toujours son vin, à moitié tournée dans sa chaise, les jambes croisées, comme si elle n'avait même pas remarqué le dérangement. Elle n'était pas seulement à l'aise, elle semblait certaine que cet accord était déjà scellé, que l'argent avait tout aplani. Il s'approcha de sa chaise, posa ses 2 mains sur le dossier et ne s'assit pas. « Je voudrais dire quelque chose, » il dit. Quelques personnes levèrent les yeux. La pièce ne se tut pas, elle se figea. Vous savez tous à quel point cet accord était important, non seulement pour nos entreprises, mais aussi pour les marchés, pour la prochaine génération d'infrastructures technologiques dans ce pays. Cette fusion aurait tout changé. Il marqua une pause, regardant chaque visage un par un. Mais je ne le signe pas. Il y eut 2 secondes d'immobilité, puis les voix commencèrent, des murmures bas, de la confusion, quelqu'un disant « Attendez, quoi ?» La tête de Victoria se tourna alors, pas vite, mais assez brusquement pour qu'on sache qu'elle avait ressenti la gifle dans ses mots. « Excusez-moi, dit-elle, presque un rire. Derek hocha la tête. « Excusez-vous, en effet. » Est-ce une tactique de négociation, tenta Preston. Derek, s'il y a un problème, nous pouvons revenir à la table. Derek finit par s'asseoir, non pas sur la chaise de signature, mais sur celle au fond, la plus éloignée des papiers. Non, il n'y a plus de table. Victoria ricana, puis se pencha en avant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne réagissons pas de manière excessive à un simple malentendu. Je n'ai pas reconnu la femme, c'est tout. Il cligna lentement une fois. Cette femme est ma mère. J'en suis consciente maintenant, répondit-elle, essayant de garder sa voix calme, mais sûrement. Derek la coupa, d'une voix basse, presque douce. Vous saviez ce que vous faisiez. Vous avez dit ce que vous pensiez. Preston s'éclaircit la gorge. Nous avons investi des millions dans la préparation, des 2 côtés. Il y a des implications légales ici. Derek se pencha en arrière, imperturbable. Alors, je vous verrai au tribunal. Vous pourrez expliquer à un juge pourquoi le fait de manquer de respect à ma famille faisait partie de votre stratégie. Ne soyez pas émotif, marmonna Victoria. Ça, c'en était trop. Il se pencha de nouveau, joignant les mains. Vous pensez que j'ai bâti cette entreprise depuis un bureau de coin? J'ai chargé des camions, Victoria. J'ai conduit des itinéraires à 3 heures du matin. J'ai géré la paie depuis une table pliante quand nous ne pouvions pas nous permettre un comptable. J'ai vu ma mère prendre le bus pour nettoyer des maisons afin que je puisse garder les lumières allumées dans notre appartement. Alors, quand elle se présente ici, vêtue de ses plus beaux atours, fière comme tout, et que vous l'humiliez, vous m'humiliez. Personne ne dit rien. Puis Derek se leva une dernière fois. Il y a des accords pour lesquels on perd le sommeil en ne les signant pas. Celui-ci n'en fait pas partie. Il sortit, sans dossier, sans papier, sans poignée de main, juste le silence. Mais le lendemain matin, le silence n'était plus une option pour quiconque était impliqué. Les médias avaient déjà repris l'histoire et ils étaient avides. Le premier média à la diffuser fut un petit podcast d'entreprise de Philadelphie. Un invité qui avait assisté au déjeuner de la fusion a fait fuiter juste assez, PDG noir se retire d'un accord de 900 millions de dollars après que sa mère a été insultée par une famille milliardaire blanche. Ce titre à lui seul avait assez de carburant pour s'embraser. À midi, TechPulse, Forbes et Business Today l'avaient repris. À 5 heures, les présentateurs des chaînes d'information en continu en débattaient déjà. L'histoire était partout, non pas parce qu'un accord avait échoué, mais à cause de la raison de cet échec. Une caméra a filmé Derek Samuel entrant dans son bureau du centre-ville de New York le lendemain matin. Pas de lunettes de soleil, pas d'entourage, juste lui, tenant un café et saluant la réceptionniste comme il le faisait toujours. Un journaliste a crié « Le commentaire de Hathaway est-il la raison de votre annulation ?» Un autre a demandé « Regrettez-vous d'avoir renoncé à 900 millions de dollars ?» Il ne répondit pas. Pas encore. À l'intérieur du bâtiment, son équipe recevait déjà des appels non-stop. Certains investisseurs étaient confus, d'autres furieux, mais un nombre surprenant était fier. Des messages ont inondé leur boîte de réception, des dirigeants d'autres entreprises, des ouvriers d'entrepôt, des enseignants, des vétérans à la retraite, tous disant la même chose, merci de ne pas avoir laissé passer cela.
Cet après-midi-là, Derek a programmé une conférence de presse. Pas de dossier de presse, pas de décor mis en scène, juste un seul pupitre, une table pliante et 20 journalistes entassés dans une salle de conférence prévue pour 10. Il s'avança vers le micro, l'air fatigué mais ferme. « Je n'ai pas annulé l'accord à cause de l'argent », commença-t-il. « Je l'ai annulé parce qu'à la seconde où vous autorisez le manque de respect dans une pièce, il se propage. Je n'ai pas été élevé comme ça, et je ne bâtirai pas un avenir sur le silence. » Une femme de CNBC demanda s'il était vrai que Victoria Hathaway avait fait le commentaire directement. Derek ne broncha pas, oui. Assez fort pour que les gens à proximité l'entendent. Assez fort pour que ma mère le ressente. Certains diront que ce n'est pas une raison pour se retirer d'un accord qui définit une entreprise, intervint un autre journaliste. Il hocha lentement la tête. Cela dépend du type d'entreprise que vous essayez de définir. La pièce redevint silencieuse. Il ne parla pas longtemps. Il n'en avait pas besoin. Le respect n'est pas négociable, et si nous commençons à l'échanger contre des contrats, alors nous avons déjà tout perdu. Il descendit, sortit, tout comme la veille. Mais en dehors de cette salle de conférence, le monde avait changé, et dans les endroits où les gens chuchotaient d'habitude, il parlait soudainement fort. Cette même nuit, des extraits de son discours firent le tour de TikTok, X et YouTube. Un ancien employé de la famille Hathaway a publié une histoire où on lui avait dit d'utiliser l'ascenseur de service lors d'un gala de charité. Une traiteur latinx a raconté comment on lui avait un jour demandé de retirer son tablier. Avant d'entrer dans un hall d'accueil pour une installation, le fil de discussion a été partagé des milliers de fois en quelques heures. Derek n'avait rien prévu de tout cela, il n'essayait pas de lancer un mouvement, mais parfois, il suffit qu'une personne reste immobile pour que d'autres trouvent leur équilibre. Pendant ce temps, à huis clos, le groupe Hathaway s'agitait lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration. Clinton Hathaway, le fils aîné de Victoria, qui avait été majoritairement absent pendant les négociations, posa la question que personne ne voulait affronter, devons-nous présenter des excuses? Victoria fronça les sourcils. Je ne m'excuse pas auprès des gens qui réagissent de manière excessive. Tu as insulté la mère de cet homme, Vic, a claqué quelqu'un. En public, pendant la signature de l'accord. À quoi t'attendais-tu? Nous nous sommes fait des commentaires pires que ça dans cette pièce, rétorqua-t-elle, et aucun de nous n'a perdu une acquisition d'1 milliard de dollars à cause de ça. Mais les chiffres évoluaient, murmura Clinton. Les actionnaires commençaient à poser des questions, les analystes de marque mettaient en garde contre les coups de réputation, même leur agence de relations publiques hésita quand on lui demanda d'enterrer le récit. Ce week-end-là, le nom des Hathaway en prit un coup. Les gens se souvinrent de chaque histoire qu'ils avaient entendue et déterrèrent chaque rencontre qui ne leur avait pas semblé juste. Ce qui avait été jadis perçu comme la classe de la vieille argent était désormais vu sous un nouveau jour, le privilège avec un sourire. Mais tandis que les Hathaway s'efforçaient de contenir les retombées, Derek allait être confronté à une pression d'un autre genre, cette fois de l'intérieur de son propre cercle. Au siège de New York, les choses n'étaient pas non plus exactement calmes. La décision de Derek l'avait transformé en symbole aux yeux du public, mais les symboles attirent leur lot de poids, de pression, de surveillance. Une partie se manifestait discrètement à huis clos, une autre non. Il rencontra son équipe de direction dans la salle de conférence à l'étage, un vaste espace vitré donnant sur Market Street. La plupart étaient avec lui depuis le début, certains depuis l'époque de l'entrepôt, mais la loyauté à des niveaux et tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde. Elliot Trammell, son directeur financier, fut le premier à prendre la parole. Nous devons parler de ce que cela signifie à long terme, pas seulement cette semaine. Dans 6 mois, nous avions des infrastructures internationales liées à cette fusion, Derek. Je sais, répondit Derek, calme. Nous faisons face à des réactions juridiques. Hathaway est déjà en train de rédiger des réclamations pour rupture de contrat. Leurs avocats disent que tu as sabordé l'accord pour des raisons personnelles. Ce n'était pas personnel, dit Derek, c'était une question de principe. Mais pouvons-nous nous permettre de suivre nos principes en ce moment? Demanda Julian Rick, son COO. Nous sommes à peine une entreprise de série C. Tu penses que le conseil ne va pas paniquer? Derek regarda Julian, les yeux fermes. Qu'il panique. Cela fit taire la pièce un instant. Puis Nia Whitlow, directrice marketing, se pencha en avant. Derek, je soutiens ta décision, vraiment. Mais tu dois comprendre, tu es devenu une figure, un symbole.
Les gens t'appellent l'homme qui a renoncé à une fortune générationnelle pour protéger sa mère. Cela s'accompagne de son lot de pression. Tu es maintenant le type qui a dit non à $1 milliard parce que quelqu'un a insulté sa mère en public. J'ai dit non au fait d'être possédé, je comprends, dit Nia, mais si tu ne prends pas le contrôle du récit, quelqu'un d'autre le fera, et vite. Elliot ajouta, nous le voyons déjà. Certains investisseurs sont nerveux. J'ai eu 2 appels ce matin. Ils veulent des assurances, ils veulent un plan. Derek se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville semblait ordinaire, la circulation bougeait, une mère traversait la rue avec son enfant, lui tenant fermement la main. Il pensa à Gloria, à quel point elle avait l'air petite sur ses marches de marbre à Greenwich, et pourtant, à quel point elle s'était tenue droite. Je ne vais pas apprendre aux gens que le pouvoir signifie tout avaler, dit finalement Derek. Pas ici, pas dans mon entreprise, et pas pour un chèque. Julian se pencha en arrière, frustré. D'accord, mais si nous nous effondrons à cause de ça? Alors nous reconstruirons, dit Derek, mais au moins, nous ne pourrirons pas de l'intérieur. Le silence s'ensuivit, puis quelque chose d'inattendu se produisit. Nia hocha la tête, puis Elliot, et enfin Julian haussa les épaules à contre-cœur. Nous tiendrons, dit Elliot, pour l'instant. Ils n'étaient pas tous d'accord, pas entièrement, mais quelque chose avait changé dans la pièce, peut-être du respect, peut-être de la peur, peut-être les deux. Mais en dehors de ces murs, tout le monde n'était pas aussi prêt à le soutenir, surtout ceux qui avaient misé sur le versement. 2 jours plus tard, le téléphone de Derek vibra. Un message de Teron Ingram, son cousin et cofondateur, une seule ligne, nous devons nous parler en face à face. Ils se retrouvèrent dans un restaurant de West Orange, au même box où ils avaient jadis esquissé leur premier plan d'affaires sur des serviettes en papier. Teron était arrivé tôt, déjà assis avec un café quand Derek s'installa en face de lui. J'ai eu des nouvelles de Monroe Bank ce matin, dit Teron, sans perdre de temps. Ils suspendent notre ligne de crédit, celle que nous allions utiliser pour étendre nos opérations sur la côte ouest. Derek hocha la tête. Je m'en doutais. Teron le fixa. Tu t'en doutais, Derek? Nous y étions presque. Ce n'était pas un rachat aléatoire, c'était notre bon générationnel, l'avenir de nos enfants. Et je n'allais pas laisser cet avenir se construire sur l'humiliation de ma mère, répondit Derek. Teron secoua la tête, les yeux durs. Tu as déjà paix. Je pense que c'était son combat à elle de mener, pas le tien. Derek se pencha, elle ne se battait pas, on la piétinait. Teron soupira, ce n'est pas la même chose qu'à 30 ans. Tu as pris une décision pour nous tous sans demander, et maintenant les gens disent que tu as fait ça pour la notoriété. Je l'ai fait parce que j'ai été élevé à ne pas vendre mon nom pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Teron se rassit, les lèvres serrées. Tu as de la chance que les gens te voient comme un héros. Tu ferais mieux d'espérer que ça dure. Derek se leva, jetant un billet de 20 sur la table. Si ça ne dure pas, je dormirai quand même très bien. Mais au fond, même Derek savait que la vraie tempête n'avait pas encore frappé, pas avant que les Hathaway ne fassent leur prochain mouvement. Le domaine Hathaway à Greenwich était construit comme une forteresse, mur de pierre, portail en fer forgé ancien et taillé comme pour une formation militaire. À l'intérieur du bureau principal, la famille était réunie autour d'une longue table en acajou. L'ambiance était tendue, personne n'osait siroter le vin qui avait été versé. Victoria Hathaway était assise au bout, les doigts joints sous son menton, l'expression impénétrable. Clinton, son fils aîné, faisait les 100 pas. Bradley faisait défiler son téléphone, visiblement nerveux. La seule personne qui parlait avec aisance était Eleanor Wynne, leur responsable des relations publiques en temps de crise. Nous devons publier un communiqué, dit-elle, quelque chose de court, reconnaissant l'incident, exprimant des regrets, soulignant vos valeurs communes. Victoria ricana, quelle valeur? Cette femme avait l'air de ne pas être à sa place, ce n'est pas ma faute. Helena cligna des yeux une fois, lentement. Vous venez de dire c'est. À voix haute, devant vos enfants, pendant que j'essaie de protéger votre héritage. Clinton arrêta de marcher. Maman, le départ de Derek a déjà torpillé l'intérêt pour notre portefeuille du secteur technologique. Tu comprends à quel point c'est grave? Il reviendra, dit-elle avec assurance. Ils reviennent toujours. La fierté s'estompe quand l'argent vient à manquer. Helena ferma son classeur d'un coup sec. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit plus de l'accord. C'est culturel.
Il a touché une corde sensible. Bradley leva les yeux de son téléphone. Les gens l'appellent un héros, maman. Il republie ce discours, le citant comme s'il était une icône des droits civiques. Victoria fit un geste de la main. Ils oublieront la semaine prochaine. Clinton la regarda comme une vieille peinture qui s'écaille sur les bords. Ils n'oublieront pas. Vous êtes devenu le symbole du racisme élitiste dans tous les podcasts et les gros titres en ce moment, et vous n'avez même pas dit pardon. Je ne vais pas m'excuser d'avoir des exigences. Alors c'est fini, dit Clinton d'un ton sec. Vous nous avez déjà coûté un accord, je ne vais pas vous laisser nous coûter toute l'entreprise familiale. Elle se tourna lentement pour le regarder. Tu vas te ranger de leur côté? Non, dit-il d'une voix ferme. Je me range du côté de la réalité. La pièce redevint silencieuse. L'empire de Victoria, bâti sur un raffinement et un contrôle méticuleusement élaborés, vacillait parce qu'aucun communiqué de presse au monde ne pouvait effacer ce moment sur la terrasse, sa voix, ce ton et le regard sur le visage de Gloria Samuel. Finalement, les Hathaway publièrent un communiqué. Il était fade, froid, rempli de jargon juridique et de regrets génériques. Le groupe Hathaway regrette la récente incompréhension qui a mené à la fin prématurée de la fusion. Nous continuons à défendre les valeurs d'inclusion et de respect mutuel. Derek ne répondit pas publiquement, mais son silence en disait plus que n'importe quel message. Au lieu de cela, il continua de construire. Les journalistes avaient désormais fouillé son passé, des photos du jeune Derek livrant des colis à New York, une citation d'un ancien professeur qui se souvenait de lui restant après les cours pour étudier des livres sur les affaires, un extrait d'un podcast refaisait surface où il disait « Je n'essaie pas d'entrer dans le club de qui que ce soit, j'essaie de construire ma propre maison. » Pendant ce temps, Gloria était devenue une figure à part entière. Elle apparut brièvement sur Morning Update, assise sur une simple chaise, les mains sur les genoux. « Je n'ai pas demandé d'attention, dit-elle, mais j'ai élevé mon fils à parler quand le silence coûte trop cher. » L'animateur lui demanda si elle aurait quand même préféré qu'il signe l'accord. Elle sourit, douce mais ferme, certains argents viennent avec des chaînes. Je suis trop vieille pour porter des chaînes. La vidéo est devenue virale, les influenceurs l'ont reprise, de jeunes entrepreneurs l'ont citée lors de conférences, et discrètement, des entreprises ont commencé à se retirer des partenariats avec Hathaway. Non pas à cause de Derek, mais à cause de ce que Victoria était venue représenter. À une époque où la réputation voyage plus vite que les faits, la perception devient réalité, et la réalité était en train de changer. Pourtant, Derek ne jubilait pas. Il travaillait, rencontrait des partenaires, embauchait plus de personnel et rendait visite à sa mère tous les dimanches, lui apportant des gardenias et du pudding à la banane de la même boulangerie qu'elle aimait à Trenton. Mais juste au moment où les choses semblaient se stabiliser, un appel téléphonique inattendu allait ramener Derek sous les feux de la rampe. Cette fois, non pas pour ce qu'il avait abandonné, mais pour ce que quelqu'un d'autre avait déterré. L'appel arriva juste après 20 h un mercredi. Derek était seul dans son bureau, travaillant sur des projections. Le bâtiment était majoritairement sombre, des équipes de nettoyage se déplaçant discrètement dans les étages inférieurs. Il faillit ne pas répondre lorsqu'il vit le numéro masqué, mais... Une voix lui dit de rappeler Monsieur Samuel. La voix était perçante, un peu rauque, comme celle de quelqu'un qui aurait fumé pendant des décennies mais venait juste d'arrêter. Je n'appelle pas pour semer le trouble. J'appelle parce que vous devez savoir ce qu'ils essaient de faire. Derek se redressa. Qui est-ce? J'ai travaillé avec les Hathaway pendant 15 ans. J'étais membre de leur équipe d'acquisition juridique. Vous n'êtes pas le premier nom qu'ils ont essayé d'effacer quand cela ne leur convenait pas, effacer? Ils préparent une contre-poursuite, continua la voix. Ils fouillent dans vos premiers dossiers, vos premiers tours de financement, essayant de vous faire passer pour instable. Ils veulent vous faire paraître volatile, imprévisible. Dire que vous avez introduit la politique dans les affaires et ruiné la valeur actionnariale. Ils espèrent que les gens oublieront pourquoi vous êtes parti au départ. Derek se pencha en arrière, regardant par la grande fenêtre. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai déjà vu ça. Ils détruisent, puis nient. Vous avez fait l'erreur de les embarrasser en public. Ils vont essayer de vous enterrer discrètement. La ligne coupa. Derek resta immobile. Il savait que les Hathaway jouaient dur, mais ça, c'était la guerre, et ça ne s'arrêterait pas à son nom. Il s'en prendrait à sa réputation, à son équipe, même à sa mère s'il le fallait. Il aplanit à Whitlow le lendemain matin. Ils s'en prennent à vous, dit-elle,
sans surprise, après qu'il lui eut rapporté l'appel. Victoria ne perd pas discrètement. Elle va transformer votre histoire en arme et inverser le récit, vous faire passer pour l'agresseur. Quel essai, répondit Derek. Mais Anya pensait déjà à 5 coups d'avance. Nous devons montrer aux gens qui vous êtes avant qu'elle ne leur dise qui vous n'êtes pas, elle se mit au travail. Moins de 48 heures plus tard, une nouvelle campagne médiatique était lancée. Pas de slogan, pas de drama, juste des histoires vraies. Des ouvriers d'entrepôt enregistrèrent des témoignages, des investisseurs parlèrent de la transparence de Derek pendant les trimestres difficiles, d'anciens stagiaires publièrent des vidéos montrant comment il les avait encadrés sans caméra ni hashtag. Mais la vidéo la plus percutante vint de Gloria. Assise dans son petit salon, elle regarda droit la caméra et dit « Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit un homme d'affaires. Je l'ai élevé pour qu'il soit un homme. Un homme qui tient bon quand tenir bon signifie perdre quelque chose. » Cela frappa comme un coup de tonnerre. Les chaînes d'information ne purent l'ignorer. Les hashtags redevinrent tendance et, soudain, la stratégie des Hathaway au discrédit subtil, accusation volée commença à ressembler à ce qu'elle était vraiment, de l'amertume. Pourtant, ils ne s'arrêtèrent pas. Une semaine plus tard, Hathaway Group publia des documents suggérant que Derek avait violé des clauses de partenariat initial lors d'un accord datant de 2020 avec Stratus Line Logistique. Cela était censé laisser entendre qu'il avait l'habitude de rompre les liens brusquement. Mais le PDG de Stratus, Leonard Greer, s'exprima publiquement le même jour, « Derek s'est retiré de notre accord parce qu'il a refusé d'approuver des réductions de salaire pour nos chauffeurs. J'aurais aimé faire de même. » Cela se retourna contre eux une fois de plus. Le récit échappait à l'emprise de la famille Hathaway, et chaque tentative de reprendre le contrôle ne faisait qu'amplifier la blessure originelle, une blessure qu'il refusait toujours de reconnaître ou de regretter. Au sein de la maison Hathaway, Victoria commençait à sentir les murs se refermer sur elle. Les contrats s'évaporaient, les invitations à des événements disparaissaient, un conseil de musée lui retira son siège honorifique. Mais Victoria ne se blâma pas une seule fois. Ce n'est qu'une mode, lança-t-elle à Clinton pendant le petit déjeuner. La fureur des réseaux sociaux, ça va s'estomper. Clinton n'en était plus si sûr. Ça ne s'estompe pas, mère, ça s'amplifie. Parce que vous n'avez jamais dit une seule fois que vous aviez tort. Elle sirota son café comme si la conversation l'ennuyait. Et je ne le ferai pas, il se leva alors, l'entreprise familiale n'a plus besoin de vous. Elle ne répondit pas, mais pour la première fois, ses mains tremblèrent, juste un peu. Mais tandis que les Hathaway perdaient du terrain, Derek était sur le point d'affronter un moment de vérité, un moment qui n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec l'héritage. Derek se tenait dans le jardin de sa mère à Trenton, la regardant cueillir du basilic dans la petite jardinière qu'ils avaient construite ensemble 2 étés plus tôt. Le soleil était bas, projetant une douce lueur orange sur l'herbe, et Gloria portait une de ses vieilles robes d'église, délavée aux coutures mais toujours bien repassée. Elle ne dit pas grand-chose, se mouvant lentement, méthodiquement, comme si le poids des dernières semaines ne l'avait pas affectée. Mais Derek savait mieux que ça. « Maman, dit-il, sans la regarder directement, ça va avec toute cette attention ?» Elle ne leva pas les yeux. « L'attention ne me dérange pas, mais je sais ce qui l'accompagne. »« Que voulez-vous dire ?» Gloria cueillit une autre feuille, la plaçant délicatement dans le bol posé sur sa hanche. « Ils n'aiment pas quand nous sortons d'une pièce la tête haute. Ça les fait se sentir petits, alors ils essaient de vous faire vous sentir plus petit. » Il s'assit sur les marches du porche. « Ils essaient toujours. Ils continuent de raconter que j'ai fait capoter l'accord pour rien. » Elle le regarda enfin. « Vous savez que ce n'était pas pour rien. Et quiconque dit cela ne connaît pas le prix du respect. » Il hocha la tête, silencieux un instant. « Terrain est toujours contrarié, dit-il. Il a l'impression que j'ai pris quelque chose à la famille. » Gloria était. Elle s'est penchée pour s'asseoir sur les marches à côté de lui. « Mon chéri, chaque famille a ses tempêtes, mais si tu plies au milieu de celle-ci, que transmets-tu à ceux qui viennent après toi ? Je voulais juste te protéger, dit-il, la voix adoucie. Et tu l'as fait, répondit-elle. Mais il ne s'agissait pas seulement de moi, il s'agissait de ce que tu représentes. Ne fuis pas cela maintenant. » Derek médita ces paroles plus tard cette nuit-là, de retour dans son appartement à Jersey City. Il regarda un reportage rediffusant des extraits de sa conférence de presse. Il n'aimait pas s'entendre à l'écran, trop léché, trop délibéré. Ce n'était pas ainsi qu'il avait appris à parler, mais maintenant,
le monde écoutait chacun de ces mots comme s'il s'agissait d'une déclaration de politique. Son téléphone vibra. C'était un message de Léonard Greer, PDG de Stratus, le conseil de DC veut vous parler. Ils mettent en place un panel sur les pratiques commerciales éthiques. Vous le dirigeriez. Derek fixa l'écran. Il n'avait jamais demandé ça. Il voulait juste construire quelque chose de durable, quelque chose d'honnête. Mais maintenant, son histoire se transformait en quelque chose de plus grand, de plus bruyant, et avec cela venait une pression qu'il n'avait pas prévue. Le lendemain matin, il retrouva Nia et Julian. Cette fois, l'énergie dans la pièce avait changé. Plus de voix élevées, juste des yeux fatigués et de longs soupirs. Julian parla le premier, nous nous sommes stabilisés. C'est la bonne nouvelle. Nia ajouta, et le bruit nous aide en fait, il ne nous nuit pas. 3 entreprises de logistique de taille moyenne veulent s'associer avec nous, discrètement, mais quand même. Parce que nous avons défendu quelque chose, dit Derek. Parce que *tu a défendu quelque chose, le corrigea Nia. Il marqua une pause. Et maintenant, ils veulent que j'en parle, que je dirige des panels, que je siège à des comités, que je sois le visage d'un nouveau mouvement. C'est peut-être ce qui vient ensuite, dit Julian. Tu as déjà bâti l'entreprise, maintenant construis la voie. Mais Derek semblait incertain. Il n'avait jamais voulu être un symbole. Les symboles sont lourds, les gens les adorent ou les démolissent, et ni l'un ni l'autre ne ressemblait à la vie qu'il désirait. Mais il savait aussi que le silence avait son prix. Il prit un marqueur effaçable à sec et commença à esquisser sur le tableau blanc, des chiffres, des échéanciers, des plans d'expansion. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste la prochaine phase de croissance. Développons-nous sans eux, dit-il. Prouvons que nous n'avons jamais eu besoin de cet accord, en premier lieu. Nia sourit, ça, c'est le Derek dont je me souviens. Julian ricana, il t'a fallu du temps pour refaire surface. Mais Derek n'avait pas fini. Il désigna le calendrier. Et la semaine prochaine, je veux organiser quelque chose ici. Pas une conférence de presse. Un vrai événement. Équipe de l'entrepôt, stagiaires, personnel junior. Nourriture, musique. Rappelez à tous qui nous sommes. Comme une journée communautaire, demanda Nia. Non. Comme une réunion de famille. Le genre où tout le monde a une assiette, d'où qu'ils viennent. Mais avant qu'il ne puisse organiser cela, une dernière lettre arriva, une lettre qui n'avait rien à voir avec les Hathaway, mais qui le secourait tout aussi profondément. L'enveloppe était fine, blanc cassé, sans adresse d'expéditeur. Juste le nom de Derek, tapé net au centre. Elle était arrivée par courrier ordinaire, mélangée à des factures et des propositions de fournisseurs. Il ne la remarqua pas au début, ne l'ouvrit même pas avant des heures, quand le bureau s'était vidé et que l'équipe de nettoyage fredonnait quelque part dans le couloir. La lettre à l'intérieur était manuscrite, en cursive soignée, chaque boucle et chaque courbe tracée avec application, comme si l'auteur avait pratiqué avant de prendre la plume. Monsieur Samuel. Vous ne me connaissez pas, mais je sais qui vous êtes. Mon père était le jardinier de Hathaway Ridge de 1985 jusqu'à sa mort en 2009. Il nous a élevés, mes 2 sœurs et moi, grâce à ce travail. Il se levait avant le soleil, ne se plaignait jamais, nous a appris à être fiers même quand nous étions invisibles. J'ai vu votre histoire aux nouvelles et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais surprise par ce qui est arrivé à votre mère car je ne l'étais pas mais parce que, pour une fois, quelqu'un a dit non et l'a vraiment pensé. Vous m'avez rappelé mon père. Il n'a jamais eu votre tribune, mais il avait votre courage. Je voulais juste que vous sachiez que tout le monde n'oublie pas d'où il vient ni qui il défend. Avec mon profond respect. Camille Pierce. Derek la lut 2 fois, puis la plia lentement et la posa sur le bureau. Ce nom, Camille Pierce, éveilla quelque chose en lui. Il fouilla dans sa boîte de réception, cherchant ce nom. Rien. Pas de mail, pas de résultat LinkedIn. Juste la lettre. Plus tard cette nuit-là, il en parla à sa mère pendant le dîner. Elle a dit que son père était le jardinier, dit-il, remuant les légumes dans son assiette. Elle a dit que je lui rappelais son père. Gloria eut l'air pensif. C'est drôle comme la vérité te trouve, peu importe le chemin qu'elle emprunte. Derek hocha la tête mais ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. La lettre s'était déposée comme un poids sur sa poitrine, non pas lourde de regret, mais lourde de sens.
Il portait désormais tant de responsabilités, cela faisait du bien de savoir que son choix avait touché quelqu'un qui avait vécu dans l'ombre de ce même portail pendant des décennies. Le lendemain, il demanda à Nia de retrouver Camille, discrètement. Elle appela 2 jours plus tard, elle l'avait trouvée. Elle enseigne en 4e année à Harrisburg, n'utilise pas les réseaux sociaux, vit dans un petit appartement avec un chien de refuge. Elle ne s'attendait pas à ce que vous. Réponds-moi, je veux lui rendre visite, dit Derek. Devrais-je appeler avant? Non, je frapperai. 2 jours plus tard, il se tenait sur un petit perron à Harrisburg, tenant un sac en papier d'une boulangerie locale et ressentant quelque chose qu'il ressentait rarement désormais, de la nervosité. Camille ouvrit la porte après le 2e coup. Elle semblait avoir la quarantaine, les cheveux attachés en queue de cheval, portant un jean et un sweatshirt du district scolaire. Quand elle le vit, elle se figea. « Vous êtes ? » « Je suis Derek, dit-il, et voici du pain aux bananes. Je me suis dit que vous seriez peut-être fatigué que tout le monde ne veuille que quelque chose de vous. » Camille cligna des yeux puis laissa échapper un rire léger. « Entrez avant que mon chien n'essaie de vous manger. » À l'intérieur, l'appartement était chaleureux, habité. Une photo encadrée d'un homme plus âgé, en bottes de travail, trônait sur la cheminée. Derek s'approcha et l'observa attentivement. « Votre père ?» Elle hocha la tête. Il travaillait sur ce domaine comme si c'était le sien. « Je connais ce genre de personne. » Camille offrit du thé et ils s'assirent. Elle lui parla de son père, comment il refusait d'appeler les Hathaway, monsieur, et, madame, comment il économisait chaque chèque, comment il lui avait appris à lire en utilisant les contrats et les factures qu'il ramenait à la maison. « Il vous aurait aimé, dit-elle. Non pas parce que vous avez réussi, mais parce que vous avez su quand vous retirer. » Ils parlèrent pendant 2 heures. Rien d'enregistré, pas de hashtag, juste 2 personnes liées par une histoire partagée que ni l'un ni l'autre n'avaient sollicité mais que tous deux portaient dans leurs os. Quand Derek partit, elle lui tendit une copie d'une vieille photo, son père debout sous un grand chêne, un râteau à la main, une fierté tranquille dans le regard. « Pour quand le monde redevient bruyant, dit-elle. Il la remercia, glissa la photo dans la poche de sa veste et retourna à sa voiture. Parce que parfois, les rappels les plus puissants ne viennent pas des gros titres, ils viennent des mots manuscrits et des vieux chênes. Et Derek était sur le point de faire face à un dernier moment qui allait mettre à l'épreuve si tout ce qu'il défendait pouvait résister à une perte personnelle. Cela commença par un message vocal de l'infirmière, juste une douce demande de rappeler, rien d'urgent, dit-elle. Gloria s'était brièvement évanouie lors de son étude biblique hebdomadaire. Il l'avait emmenée au Capital Care Medical Center à Trenton par précaution. Derek n'attendit pas. Il quitta une réunion au milieu d'une phrase, attrapa ses clés et roula sur l'autoroute, la mâchoire serrée. À son arrivée, Gloria était assise dans son lit d'hôpital, l'air légèrement agacé, sirotant du ginger ale comme si elle avait de meilleurs endroits où être. « Je leur ai dit que je m'étais juste levé trop vite, » dit-elle en le voyant entrer. Pas besoin de tout ce tralala. Mais Derek pouvait le voir dans ses yeux, la fatigue, la façon dont sa main tremblait légèrement en posant la tasse. Il s'assit à côté d'elle, tenant doucement son poignet dans sa main. « Qu'a dit le médecin ?» demanda-t-il. « Que je dois ralentir, prendre mes pilules de fer, manger plus de légumes verts. »« La même chose que je te dis. » Il sourit à cela, mais ça ne dissipa pas le nœud dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, le docteur Méline entra dans la pièce. Jeune, percutante, directe, mais avec un visage bienveillant. Elle jeta un coup d'œil à Gloria avant de parler doucement à Derek. « Les signes vitaux de votre mère se sont rapidement stabilisés, mais nous aimerions faire un autre examen. Sa tension artérielle fluctue plus que nous ne le laisse. Où éterions? Elle n'a pas eu de bilan cardiaque complet depuis un certain temps. » Gloria fit un geste de la main. « Je me sens bien. » Derek hocha la tête. « Faites l'examen. » Au cours des 2 jours suivants, les résultats arrivèrent, rien de grave, pas de bombe à retardement, mais de petits signaux d'alerte, une valve fuyante, une légère arythmie, une carence en fer. Rien d'urgent, mais rien à ignorer non plus. Le message était clair, la vie n'attend pas éternellement. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder des rediffusions de Astérisque sans fort and son Astérisque dans sa chambre d'hôpital, Gloria parla sans détourner les yeux de l'écran, « Tu as bien fait, bébé. » Il gloussa. « Tu viens de m'appeler bébé devant l'infirmière ? Je t'ai mis au monde, j'ai le droit de t'appeler bébé. » Il sourit mais ne rit pas pleinement. « Je n'ai pas encore fini. »
Je sais, dit-elle. Mais n'attends pas trop longtemps pour vivre. Cela eut un écho différent. Il la regarda, vraiment. Les rides profondes sculptées par le temps et le sacrifice. La femme qui n'avait jamais demandé à être sous les feux de la rampe, mais qui était en quelque sorte devenue le cœur d'une histoire nationale. J'ai réfléchi, dit-il, à ce que tu m'as dit sur l'héritage, sur le fait de ne pas léguer le silence. Elle tourna la tête vers lui. Je veux lancer quelque chose, continua-t-il. Une fondation pour les travailleurs, les chauffeurs, les équipes d'entrepôt, leurs familles. Un soutien réel, bilan de santé, garde d'enfants, bourse d'études. Pas seulement des comptes rendus et des ateliers. De l'action. La bouche de Gloria se courba lentement en un sourire fier. Ça te ressemble bien. Je veux lui donner ton nom. Ses yeux s'embuèrent, même si elle essaya de le cacher avec une toux. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si, répondit Derek. Parce que tu m'as construit. Quelques semaines plus tard, l'initiative Gloria fut annoncée. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, pas de tapis rouge, pas de tournée de presse. Juste un site web, une vidéo de lancement et des partenariats avec 3 organisations à but non lucratif pour commencer. Cela fit boule de neige. Les nouvelles locales s'en emparèrent, puis les nationales, et en quelques semaines, la conversation changea de nouveau, de la confrontation à la construction, de la dénonciation des problèmes à l'action. En améliorant les choses lors du premier événement du Community Day, Derek se tenait à une longue table pliante sous une tente blanche. Des food trucks bordaient le terrain, des enfants couraient entre les maquilleurs et les collectes de livres, et des travailleurs qui avaient autrefois craint de perdre leur emploi se tenaient maintenant avec leur famille, mangeant du barbecue et parlant de l'avenir. Il a pris brièvement le micro. J'ai refusé 900 millions de dollars, les gens ont dit que j'étais fou, mais ceci, là, ça vaut plus que n'importe quel chèque. La foule a applaudi, mais ce n'était pas tonitruant, c'était chaleureux, sincère. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que le terrain se vidait lentement, Derek a levé les yeux vers le ciel et a pensé au père de Camille, à son cousin Taren, à la salle de conférence de Hathaway, au regard sur le visage de sa mère quand il l'avait fait sortir de ce country club. Tout ce qui avait suivi cette tempête l'avait mené ici. Mais alors qu'il commençait à sentir qu'il avait trouvé la paix, un dernier message allait arriver, non pas sur papier ou dans les titres, mais d'une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années, une voix liée à une partie de son passé qu'il pensait avoir déjà enterrée. Il est arrivé par message vocal, sans avertissement, juste une notification clignotante sur le téléphone de Derek. Après une journée entière de réunions et d'entretiens, il a touché l'icône machinalement en franchissant le seuil de son appartement, s'attendant à ce que ce soit un rappel de Julien ou peut-être un suivi de fournisseur, mais la seconde où il a entendu la voix, il s'est figé. Derek, c'est Dwayne. Oui, je n'étais pas sûr que tu aies encore ce numéro, mais j'ai entendu parler de ce que tu as fait avec l'accord avec ta mère, et il fallait que je te contacte. Dwayne, le frère de son père, celui qui n'avait pas appelé depuis plus de 20 ans, celui qui avait disparu la nuit où ils avaient mis son père en terre. Pas d'adieu, pas d'explication, juste le silence. Je t'ai vu aux informations. Ta mère t'a bien élevé, pas de surprise de ce côté-là. Je suis fier de toi et je suis désolé pour beaucoup de choses. Si jamais tu veux parler, c'est mon numéro maintenant. Le message se termina. Pas de deuxième appel, pas de SMS de suivi. Derek resta immobile, les clés toujours à la main, fixant l'écran désormais sombre. Son esprit tournait. Il n'avait pas pensé à Dwayne depuis des années. Quand son père était mort d'une crise cardiaque à 49 ans, c'est Dwayne qui s'était tenu à côté de lui près du cercueil, promettant « Je suis là pour toi ». Puis, rien. Derek se souvenait s'être réveillé le jour de son 13e anniversaire, espérant une carte, un appel. Ça n'est jamais venu. Il a versé un verre d'eau et s'est assis au comptoir de la cuisine, réécoutant. La voix était plus vieille maintenant, plus lente, mais c'était bien lui. Cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Les souvenirs sont revenus, rapides et vifs, son père réparant le chauffe-eau un matin froid, de la graisse sur les mains, Dwayne apportant des travers de porc dans du papier alu chaque 4 juillet. Puis le silence, comme si quelqu'un avait fermé une porte et oublié de le prévenir. Le matin, Gloria a appelé. J'ai eu des nouvelles de Dwayne, dit-elle sans attendre les banalités. La poigne de Derek se resserra sur le téléphone. Il t'a appelé, a laissé un message hier, comme il l'a fait avec toi, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'il veut, peut-être rien, dit-elle.
Peut-être qu'il essaie de faire la paix pendant qu'il en a encore le temps. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de la paix avec lui. Elle resta silencieuse un instant. Mon chéri, parfois, la paix, ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. Cette phrase lui resta en tête. Plus tard dans la journée, il rejoua le message vocal. Et cette fois, il ne ressentit pas de colère, il se sentit fatigué, comme si une partie de lui avait retenu quelque chose pendant trop longtemps. Il attendit le soir, puis prit le téléphone et rappela. 3 sonneries, puis un clic. Derrick, demanda la voix, prudente mais pleine d'espoir. Oui, c'est moi. Une longue pause, puis un petit rire. Tu ressembles tellement à ton père. On me le dit souvent. Aucun des deux ne parla tout de suite. Puis Dwayne soupira. Je n'appelle pas pour justifier le silence. J'ai été un lâche après la mort de ton père. Je ne pouvais rien regarder qui me rappelait lui, et toi, tu étais un miroir. Derek ne dit rien. Je suis parti parce que c'était plus facile que de rester et de te décevoir. Je n'avais pas besoin que tu réussisses, dit Derek doucement. J'avais juste besoin que tu restes. La voix de Dwayne se brisa. Je sais, je sais. Je t'ai déçu. Ils parlèrent pendant 15 minutes de plus. Pas d'affaires, pas de trahison. Mais de parties de pêche, des jours de football de Derek au lycée, et comment Dwayne avait suivi sa carrière discrètement, en coulisses. Quand ils raccrochèrent, Derek ne ressentit pas d'apaisement total, mais il se sentit plus léger. Plus tard cette semaine-là, il mentionna l'appel lors d'une retraite d'équipe. Le pardon n'est pas une approbation, dit-il à son personnel. C'est simplement refuser de laisser l'amertume prendre toute votre place. Les gens hochèrent la tête, certains sourirent, et quelques-uns comprirent plus profondément qu'il ne le montrait. Alors que Derek quittait le lieu ce soir-là, une jeune stagiaire le rattrapa. « Monsieur Samuel, dit-elle, essoufflée. Je voulais vous remercier. Mon père m'a toujours dit que personne en affaires ne s'en tient à ses principes, que ce n'est qu'une question d'argent. Vous lui avez prouvé qu'il avait tort. » Il sourit. « Non, c'est ma mère qui l'a fait. » Et alors qu'il retournait à sa voiture, la tête haute, le cœur léger, Derek comprit enfin, l'héritage, ce n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, c'est ce que l'on traverse et ce que l'on refuse de laisser mourir en silence.